nous allons voir maintenant comment il est possible de modifier la polarisation grâce à des perturbations extérieures de type magnétique, électrique, acoustique ou élastique. Alors on va être assez bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc on va juste passer en revue un peu les effets qu'on peut observer. Donc on commencera par les effets magnéto-optiques et en particulier cet effet qui est l'effet Faraday, qui est un effet linéaire en champ magnétique. Il existe également un effet quadratique qu'on va appeler un effet Kerr magnétique, mais dont on ne va pas parler. Alors cet effet Faraday, en fait, il vient du fait que lorsque l'on applique un champ magnétique dans la direction de propagation de la lumière, enfin en tout cas c'est cette composante qui est importante, il donne aux matériaux traversés des propriétés de biréfringence circulaire. Et donc il lui donne une activité optique induite par le champ magnétique. Ce pouvoir rotatoire que l'on observe, c'est un pouvoir rotatoire qui est proportionnel donc, au champ magnétique, donc on est linéaire en champ magnétique, il est proportionnel évidemment à la distance parcourue et à une constante qu'on appelle constante de Verdet. Donc cette constante est plus ou moins grande suivant le type de matériau, et en particulier il est important pour des matériaux dopés au terbium, donc quand on va vouloir faire un effet Faraday important, on va utiliser souvent ce type de matériau. Et donc vous voyez effectivement c'est 40 radians par Tesla par mètre, donc c'est assez important. Et donc vous voyez ici, donc qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'un matériau qui a priori initialement serait isotrope par exemple, donc on lui rentre une polarisation rectiligne, elle devrait sortir rectiligne dans la même direction et ne pas être modifiée. Avec l'application de ce champ magnétique, en fait, on fait donc tourner d'un certain angle cette polarisation rectiligne. Alors, si on regarde l'équation constitutive, c'est-à-dire si on descend au niveau du matériau, donc on retrouve la même chose que dans l'activité optique, d'accord? Donc c'est-à-dire un terme qui est un terme simplement avec l'indice de réfraction standard, et ce terme qui est issu de l'application du champ magnétique dans la direction de propagation, et avec cette constante qui est une constante, c'est un coefficient de magnétogyration qui dépend du type de matériaux ou de molécules qui sont en jeu. Et alors vous reconnaissez exactement, c'est la même forme que ce qu'on a vu précédemment dans l'activité optique naturelle, sauf que le vecteur de gyration ici, il est proportionnel en fait au champ magnétique appliqué. Voilà, donc on peut trouver un lien entre le vecteur de gyration et ce champ magnétique. Et vous voyez d'autre part que l'aspect vectoriel ici vous dit que c'est le champ magnétique dans la direction de propagation de la lumière qui est important, le reste n'ayant aucun effet là-dessus. Donc, par contre, la différence avec l'activité optique, on va dire naturelle, c'est que cette fois-ci, le vecteur de gyration, il est proportionnel au champ B, donc il dépend du sens de B. Donc ça veut dire que si par exemple vous mettez B dans l'autre sens, la rotation, un matériau qui était dextrogyre va devenir lévogyre. Alors ça a une application directe et très importante, c'est que vous avez un matériau qui est non réciproque. C'est-à-dire que si la lumière, elle se propage ici, donc de la gauche vers la droite dans ce matériau le long de B, le matériau fait tourner la polarisation, et si maintenant vous faites réfléchir cette même lumière et la faire re-rentrer à nouveau dans le matériau, dans le sens inverse, eh bien vous allez obtenir à nouveau une rotation qui s'ajoute à la première, et donc vous allez tourner d'un angle double. Contrairement à de l'activité optique naturelle où vous reviendriez à la polarisation initiale. Alors ça c'est très rare, hein. En optique il n'y a pas beaucoup de cas où c'est facile de faire des systèmes qui sont non réciproques, et donc là on en trouve un bel exemple.
Et donc, ça va servir effectivement à faire ce qu'on appelle des isolateurs de Faraday, c'est-à-dire que eh bien, par exemple, si on a un laser d'un côté et qu'on ne veut pas que la lumière extérieure, il va traverser ce matériau qui va être un isolateur de Faraday, et on ne veut pas que la lumière émise par le laser revienne perturber le laser et donc re-rentre à l'intérieur, et bien à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que simplement on règle le champ B pour qu'on ait un angle de rotation de 45 degrés. Donc, en entrée, on polarise la lumière verticalement, donc on met un polariseur, on met en- et donc la lumière qui va être réfléchie ici, elle va être tournée de 45 degrés. Si elle est réfléchie avec cet angle de 45 degrés, elle va retourner à nouveau ici et va être croisée par rapport à la polarisation initiale et donc rien ne va pouvoir ressortir. Donc vous avez en fait deux polariseurs orientés à 45 degrés l'un de l'autre et un milieu avec un champ magnétique de Faraday qui permet d'avoir un pouvoir rotatoire de 45 degrés. Et là, vous avez un système tel que la lumière passe uniquement dans un sens et pas dans l'autre. Ça, c'est une des applications. La deuxième application qui est aussi largement utilisée, c'est qu'avec ça, vous pouvez euh, si vous connaissez bien votre matériau, vous pouvez mesurer le champ magnétique. Et donc, vous avez un magnétomètre réalisé grâce à la lumière, mais avec l'avantage d'être absolument sans métal. Et ça, ça peut être très important pour certaines applications euh, il est impossible de d'avoir des métaux euh, dans le système de mesure. Voilà, donc c'est une autre application qui est très utilisée. Le champ électrique peut également être utilisé pour modifier donc, les indices de réfraction dans un milieu. C'est ce qu'on appelle les effets électro-optiques. Il y a deux types d'effets. Il y a l'effet Pockels et l'effet Kerr électrique. Le premier étant un effet linéaire en champ électrique et le deuxième quadratique. Donc le deuxième est bien moins intense, mais en fait, l'effet Pockels ne peut intervenir que dans des matériaux qui sont non centrosymétriques. Et donc, l'effet Kerr est le premier effet qui apparaît dans les matériaux centrosymétriques, et donc il est également utilisé. Donc ici, je vais vous montrer l'application de l'effet Pockels, donc de cellules électro-optiques basées sur euh, un, une variation linéaire en champ électrique et une modification linéaire de l'indice de réfraction en fonction du champ électrique. Et je vous montre deux types de cellules que l'on rencontre, des cellules dites longitudinales, où les électrodes sont placées dans le sens de propagation de la lumière, et une cellule dite transverse, dans laquelle les électrodes sont placées transversalement par rapport au sens de propagation de la lumière. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, dans ces cas-là, ces cellules sont utilisées avec des matériaux qui ont de forts coefficients électro-optiques, de fort couplage électro-optique, typiquement des cristaux de KDP, par exemple. Et donc, ce sont des cristaux qui sont déjà biréfringents naturellement. Et dans le cas présent, l'axe optique est dirigé suivant le champ électrique. Donc en fait ici il est par exemple longitudinal également. Donc dans ce cas-là, dans le cas présent, lorsque l'on n'applique pas de champ électrique, vous avez, puisque l'axe optique est dans le sens de propagation de la lumière, vous avez un milieu qui est isotrope, d'accord, qui se comporte comme un milieu isotrope. Et donc toutes les polarisations entrantes ne sont pas modifiées lorsqu'elles traversent la cellule. Et par contre, lorsqu'on applique un champ électrique, on a une biréfringence induite donc sur les polarisations transverses avec l'apparition de biréfringence rectiligne avec deux axes neutres, l'un vertical par exemple et l'autre horizontal, qui vont dépendre de l'orientation du cristal. Donc là, ce que l'on voit, c'est que
les changements d'indice de réfraction ne se font pas en fait dans le sens du champ électrique. Donc le champ électrique est appliqué longitudinalement, mais les changements d'indice de réfraction se font dans le plan orthogonal. Donc en fait c'est un tenseur en fait d'ordre 3 qui régit le couplage entre champ électrique et les variations d'indice de permittivité dans le cristal. Donc c'est bien au-delà de notre cours, et pour nous on aura juste une valeur d'un coefficient de couplage entre champ électrique et variation d'indice. Et ce couplage, ce coefficient est un coefficient qu'on va appeler électro-optique. Et vous voyez ici donc que le déphasage induit entre donc les deux axes neutres dans le plan donc orthogonal à la direction de propagation. Donc on va avoir deux polarisations rectilignes qui sont deux polarisations qui se propagent sans être modifiées dans ce cristal. Eh bien, elles vont avoir un déphasage qui est proportionnel donc à la tension entre les électrodes, proportionnel à ce coefficient de proportionnalité qui est le coefficient électro-optique qui vaut donc typiquement de 10-12 à 10-10 mètres par volt. Ensuite apparaît l'indice de réfraction à puissance 3, donc, et le nombre d'ondes dans le vide avant ça. Voilà, donc avec ce système, on va pouvoir donc moduler, faire une lame en fait déphasante et dont les propriétés peuvent être modulées. Alors ce qui est important, c'est de savoir finalement quelle est la tension qu'il va falloir produire pour avoir une lame de demi-onde. Donc c'est une des caractéristiques que l'on va donner avec la cellule Pockels. Donc ça veut dire un déphasage phi ici qui vaut pi, et on va donner cette tension qu'il faut. Alors dans le cas longitudinal, vous voyez que en fait cette tension va être assez importante, parce que si on va avoir un effet important, il faut une épaisseur de milieu qui est assez importante également. Et donc il va falloir des tensions qui peuvent aller jusqu'à quelques milliers de volts. D'autre part, évidemment, les électrodes qu'on va utiliser ici sont des électrodes transparentes qui sont généralement faites en ITO, qui sont donc mises directement sur le cristal. Dans l'autre cas de configuration, la configuration transverse, vous voyez que c'est le même principe. Donc l'axe optique cette fois-ci du cristal, dans ce cas-là, dans le cas de KDP par exemple, qui est un cas typique, va être encore le long de E, du champ électrique. Mais donc on va avoir initialement une biréfringence naturelle qui est donc c'est-à-dire une lame en fait biréfringente pour la lumière qui se propage orthogonalement à l'axe optique, donc qui est guidé par l'indice ordinaire et l'indice extraordinaire du matériau, et cette modulation du déphasage qui est encore proportionnelle à la tension qu'il y a entre les électrodes. Alors, donc ça veut dire que si on veut, on peut, avec cette géométrie, compenser la biréfringence naturelle par une biréfringence induite électriquement, ou pas d'ailleurs. On peut aussi vouloir juste moduler en gardant la biréfringence initiale. Alors l'avantage de cette géométrie-là, c'est que vous voyez qu'on peut parcourir une grande dimension de cellules sans pour autant avoir une tension très importante. Et donc pour des faisceaux qui sont de petite taille, de l'ordre du millimètre par exemple, un petit faisceau laser, ici on va y gagner beaucoup, puisque la tension qui permet de faire un déphasage une lame demi-onde simplement électriquement, hein, c'est la même tension que la tension qu'on aurait dans une cellule longitudinale, mais multipliée par un préfacteur
qui, vous voyez, est le rapport de la largeur transverse du cristal sur la longueur du cristal. Et donc, on va gagner un grand facteur, ce qui permet d'avoir des cellules qui sont pilotées avec des tensions qui sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de quelques volts. Par contre, l'inconvénient de cette configuration, c'est le fait que, puisqu'il y a une biréfringence initiale dans le matériau, cette biréfringence, elle est en fait, on ne l'a pas trop dit avant, mais en fait, elle dépend beaucoup de la température. C'est-à-dire que finalement, les indices que l'on voit ici, ordinaires et extraordinaires, vont varier avec la température. Et donc, ça suppose que ces cellules transverses sont soit contrôlées en température, donc thermiquement en dessous du degré, soit une autre technique consiste à compenser la biréfringence naturelle par la mise en place de plusieurs cellules successives qui vont donc compenser, qui vont avoir une biréfringence suivant un axe qui vont être tournés de 90 degrés, si je puis dire, et donc vont compenser cette biréfringence naturelle. Et à ce moment-là, si évidemment les deux cristaux sont à la même température, la biréfringence naturelle va disparaître. Voilà, donc ça permet de baisser la tension, mais c'est beaucoup plus sensible en température. Alors pourquoi on utilise beaucoup ces cellules de Pockels? Parce qu'elles permettent finalement de moduler, d'être des modulateurs d'amplitude ou de phase, c'est-à-dire que vous voyez que si on excite dans une polarisation qui est un axe neutre, ces cellules ne changent pas la polarisation, mais par contre, le fait de changer la tension permet de changer la phase dans chacun des axes neutres, et donc permet de moduler cette phase. Donc par exemple, si vous l'insérez dans un interféromètre, eh bien, vous pouvez varier la phase d'un des bras de l'interféromètre grâce à ce type de cellule. L'autre application, c'est de faire des modulations d'amplitude. Alors là, à ce moment-là, on attaque les cellules suivant une polarisation qui est par exemple à 45 degrés des axes neutres, comme on a vu pour les lames. Ces cellules se comportent comme des lames déphasantes que l'on peut régler, et donc elles vont faire tourner la polarisation, donc en quart d'onde, en les transformant en ondes circulaires, puis en demi-ondes, elles vont les transformer en polarisation croisée, etc., etc. Et donc on va pouvoir moduler les amplitudes. Une deuxième application, c'est des déflecteurs. Donc vous imaginez que maintenant on peut tailler également ces cristaux dans des formes qui sont des formes de prismes. Et puisque vous pouvez faire varier l'indice à l'intérieur du prisme, en fait, vous pouviez changer la direction du faisceau qui passe à l'intérieur et le défléchir en le contrôlant par un champ électrique. Donc c'est une des autres applications pour avoir un contrôle assez précis d'un faisceau. Et, donc toute cette modulation, elle marche assez bien en fait jusqu'à des fréquences de l'ordre du gigahertz. Il n'y a pas trop de problèmes. Il y a juste des problèmes évidemment d'alimentation électrique, surtout si vous voulez moduler à des fréquences élevées, et surtout si vous avez par exemple une configuration longitudinale avec des tensions très élevées. Pour suivre à ces tensions-là, il va vous falloir une alimentation qui soit un peu importante. Dans la même, dans le même esprit, les cristaux liquides permettent aussi de changer l'indice de réfraction de matériaux euh, grâce à un champ électrique. Mais à la différence de ce qu'on vient de voir, ce n'est pas le- le- l'environnement électronique qui est changé directement par l'application du champ électrique, mais plutôt l'orientation des molécules. Alors ça veut dire que lorsqu'on applique un champ électrique, ces molécules vont changer d'orientation, et donc on va changer globalement la biréfringence de ces milieux, puisque les molécules étant allongées, elles présentent une biréfringence naturelle
lorsqu'elles sont orientées dans une certaine direction. Donc évidemment, on va obtenir le même type de comportement que précédemment, mais puisque il s'agit d'un mouvement des molécules, on va être beaucoup plus limité en termes de fréquence la plus élevée. Et typiquement, les systèmes à cristaux liquides sont en dessous du kilohertz pour que les molécules puissent suivre les modulations du champ. Donc ici, c'est très utilisé, notamment dans tous les écrans. Alors vous voyez ici, il y a un schéma qui montre comment est constitué un écran. Alors en fait, donc à gauche et à droite, c'est deux types d'écrans, mais qui sont basés sur le même principe avec des cristaux liquides. Donc dans ce cas-là, vous avez la lumière qui vient par derrière. C'est ce qu'on appelle back illuminated. Il traverse donc une zone avec des cristaux liquides et des filtres colorés pour avoir les différentes couleurs. Et donc l'idée, c'est que chacun des pixels, on a des cristaux liquides à l'intérieur qui sont orientés. Et donc on a un cristal qui est biréfringent. Donc ici, vous avez, comme ils sont orientés dans une direction donnée, dans cette direction ici, là, horizontale, vous avez un cristal qui est biréfringent rectiligne, dont les axes neutres sont cet axe-là et l'axe comme ceci. Donc, si maintenant vous mettez ce système-là entre deux polariseurs, alors vous voyez ici on dirait que les polariseurs ils sont orientés comme ça, mais ils ne peuvent pas être orientés sur les axes neutres, ils doivent être orientés à 45 degrés des axes neutres. Donc si vous mettez des polariseurs orientés à 45 degrés des axes neutres, eh bien vous pouvez avoir vous avez une lame de phase et vous allez pouvoir faire tourner la polarisation grâce au mouvement relatif et de l'orientation de ces molécules. Donc, quand vous appliquez un champ électrique, qu'est-ce qui se passe? Les molécules qui sont là horizontales s'alignent dans le champ électrique et le milieu devient en fait avec un axe optique vertical, donc isotrope sur la direction orthogonale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si vous êtes entre deux polariseurs croisés et que vous avez quelque chose d'isotrope, la lumière est complètement éteinte. Donc, quand je mets un champ électrique ici, la lumière ne passe plus au travers du système. Par contre, quand je coupe le champ électrique, on a bien une biréfringence résiduelle. Et si je règle bien le système, cette biréfringence résiduelle va être par exemple une biréfringence demi-onde et qui fera tourner la polarisation de 90 degrés et va permettre un passage complet de la lumière. Et donc ensuite, on va pouvoir régler la tension entre ces deux valeurs extrémales, où tout passe ou rien ne passe, donc du blanc au noir, pour avoir joué sur les intensités que l'on va avoir à l'œil. Une version légèrement modifiée de celle-là, c'est une version où, vous voyez, on reconnaît exactement la même structure, mais cette fois-ci, les cristaux liquides sont mis sous forme d'hélice. Et à ce moment-là, en fait, ils amènent une biréfringence circulaire. Ils permettent de faire tourner la polarisation par une biréfringence circulaire. Et vous voyez que donc, quand on ne met pas de tension, eh bien, cette biréfringence circulaire permet de faire tourner donc, de 90 degrés, donc par un pouvoir rotatoire de 90 degrés, la lumière et donc d'avoir une intensité. Et par contre, lorsque l'on met un champ électrique, toutes les molécules s'alignent dans le champ électrique. Là, on obtient un milieu qui a une biréfringence rectiligne, mais dont l'axe optique est suivant la verticale ici. Et donc, évidemment, la polarisation d'entrée rectiligne n'est pas modifiée et arrêtée par l'analyseur qui est croisé. Donc, dans ce cas-là, on aura la lumière qui passe quand on n'a pas de champ électrique et pas de lumière quand on a un champ électrique. Donc vous voyez, c'est une application qui est très utilisée des cristaux liquides. Alors avec ça, on peut faire donc, ce qu'on appelle, donc c'est utilisé dans les écrans, mais on peut faire aussi des systèmes qui contrôlent les fronts d'onde de la lumière, puisque si on enlève
les polariseurs en entrée et en sortie, on voit que grâce à ce genre de système de cristaux liquides, on peut en fait faire varier pour chaque pixel, on peut faire varier le déphasage qu'il va subir lorsqu'il parcourt, lorsque la lumière parcourt l'épaisseur des cristaux liquides. Et donc, grâce à une variation de tension, on peut faire des déphasages contrôlés pour chacun des pixels. Chaque pixel va avoir un déphasage qui peut être réglé. Donc, c'est ce qu'on appelle des modulateurs spatiaux de lumière. Et il y a beaucoup d'applications. Ça permet donc de régler les fronts d'onde. Et c'est ça qui va permettre, par exemple, de faire de l'optique adaptative ou des applications de ce type-là. Alors ici, je vous ai montré une application qui est en vogue actuellement, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc si vous avez un milieu qui est diffusant et que vous éclairez avec une onde plane, d'accord, qui vient dessus, en fait, derrière ce milieu, vous allez avoir un champ de ce qu'on appelle de gravure, de speckle en anglais, et vous n'arriverez pas à faire une image au travers de ce milieu largement diffusant. Par contre, si vous connaissez exactement quelle est la réponse et comment ce milieu diffusant se comporte et comment il dévie la lumière par rapport à un front d'onde donné, donc si vous faites une étude de ce qui se passe dans ce milieu diffusant, et que vous compensez exactement les déphasages qui vont être introduits par ce milieu diffusant, alors c'est-à-dire en envoyant une onde qui n'est plus plane, mais qui a des déphasages que vous auriez calculés à l'avance de ce milieu diffusant, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est faire exactement une compensation de ce qui va arriver dans ce milieu diffusant. Et donc ça, vous pouvez le faire avec un modulateur spatial de lumière, donc un SLM, Spatial Light Modulator, et finalement arriver à focaliser même à l'intérieur de milieux diffusants. Ça, c'est toute une recherche, évidemment, dans tout ce qui est tentative de focalisation ou d'imagerie au travers de milieux très diffusants. Et c'est pas ce qui manque, les milieux diffusants, le brouillard, mais également les systèmes biologiques, etc., sont des milieux très diffusants. Et donc le SLM est un instrument qui est très utilisé pour contrôler les fronts d'onde et pour corriger donc les aberrations, soit en dynamique jusqu'au kilohertz, soit en statique lorsque l'on connaît l'influence du milieu diffusant sur le front d'onde. Une autre application, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous avez dû voir ça en première année, lors de TP de première année, c'est les effets photoélastiques. Alors les effets photoélastiques, c'est le fait que vous induisez une biréfringence sur un matériau qui a priori est isotrope, par des contraintes appliquées. Alors ça permet en fait, donc vous voyez ici des exemples typiques que vous connaissez sûrement déjà. Donc entre deux polariseurs croisés, normalement la lumière ne passe pas, mais vous avez un matériau qui est biréfringent, et la biréfringence qu'on observe, donc les couleurs qu'on va observer ici, est directement issues soit de stress qu'on applique sur le matériau ou qui ont été appliqués lors de la fabrication de ce matériau. Alors ici, c'était lors de la fabrication. Ici, vous voyez que c'est un stress qu'on est en train d'appliquer dessus. Et ça permet en fait de développer toute une discipline qui s'appelle la photoélasticimétrie, c'est-à-dire en fait de, de regarder la cartographie des stress. Alors on peut avoir une cartographie quantitative, quantitative de ces stress par simple observation entre deux polariseurs croisés de la biréfringence induite. Alors c'est utilisé par exemple, ça a été utilisé en tout cas au moins pendant très longtemps, même en architecture sur des maquettes représentant par exemple des ponts ou des structures d'architecture, et pour regarder les contraintes qui s'appliquent par exemple lorsque l'on appuie dessus ou lorsqu'il y a du vent qui s'exerce, etc. Il y a aussi une autre application de ce type d'effet, c'est ce qu'on appelle un modulateur photoélastique.
Donc ça, c'est utiliser en fait finalement cette biréfringence qui est induite par un stress en contrôlant ce stress dans un cristal. Donc en fait, ce que vous allez appliquer, c'est que vous allez avoir des électrodes, pas des électrodes, euh, des- des cellules piézoélectriques qui vont appuyer sur un cristal, engendrer une contrainte sur le cristal qui va induire une biréfringence et vous allez pouvoir avec cela avoir une lame avec un retard, une lame biréfringente avec un retard que vous pouvez contrôler par ce stress. Enfin, un dernier effet qui est l'effet acousto-optique. Alors là aussi, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'il y a un tutorat qui est fait sur la question. Je vous montre juste le principe. Donc le principe, c'est encore une fois de moduler l'indice de réfraction par une contrainte. Donc ici encore, vous avez un piézoélectrique. Alors contrairement au cas précédent et à l'effet photoélastique, ici le piézoélectrique vibre à des fréquences qui sont beaucoup plus importantes, typiquement de quelques mégahertz à quelques gigahertz même. Et donc, vous engendrez dans le matériau une onde acoustique. Cette onde acoustique qui est engendrée induit des variations, un réseau de variations d'indices. Et sur ce réseau de variations d'indices, vous allez faire diffracter une onde et avoir donc une diffraction de l'onde optique sur l'onde acoustique. Donc, c'est l'effet acousto-optique que vous voyez en tutorat. Je vous montre juste une application. L'application, c'est les modulateurs. Donc il y a des modulateurs acousto-optiques évidemment, donc qui servent donc à moduler comme ça le champ et à dévier de manière contrôlée le champ. Et c'est appliqué pour faire des filtres ajustables basé donc sur l'acousto-optique. Alors comment on utilise ça? Donc on rencontre ça dans les microscopes. Donc vous avez ici un cristal sur lequel vous allez envoyer une onde acoustique. Alors vous voyez entre parenthèses que cette onde acoustique, vous voyez, elle est excitée ici par un système piézoélectrique et elle se déplace, elle est très anisotrope, hein, elle se déplace vers le bas. Donc en fait, l'anisotropie qu'on a vue optique avec le walk-off, etc., on la rencontre aussi en acoustique et de manière beaucoup plus importante dans des cristaux qui sont anisotropes. Donc vous voyez ici, le front d'onde est bien comme dans cette direction-là et l'énergie pourtant part dans cette direction-là. Donc là, vous créez une onde acoustique. La lumière que vous faites rentrer ici, qui vient d'un laser par exemple, est diffractée, et donc vous avez des ordres de diffraction de cette lumière, et la partie, l'ordre 0 non diffracté, va tout droit. Et donc, en changeant finalement euh, les, la fréquence de l'onde acoustique, eh bien, vous pouvez changer en fait dans une direction donnée la longueur d'onde qui part dans cette direction et vous pouvez donc contrôler finalement la longueur d'onde qui part dans une certaine direction. Et donc c'est exactement ce qui est utilisé dans ce qu'on appelle les AOTF, Acousto Optic Tunable Filter, pour lesquels vous avez donc eu des faisceaux laser qui vont rentrer avec des faisceaux laser qui vont rentrer avec une certaine longueur d'onde à l'intérieur et euh, cette AOTF va, en fonction de la fréquence acoustique qui est utilisée, va faire entrer dans une fibre ou dans une direction donnée la longueur d'onde qui vous intéresse et ça vous permet en fait d'éliminer tous les filtres, les filtres interférentiels que vous auriez eu pour sélectionner un laser plutôt qu'un autre. Donc ça c'est vrai pour l'excitation, c'est aussi vrai pour la détection. Si vous avez donc c'est pas un microscope, on va dire confocal en entrée, donc la lumière, la fluorescence qui est générée dans l'échantillon, eh bien vous pouvez spectralement la différencier grâce à un AOTF aussi. Une deuxième application, et ça c'est une application que vous voyez en TUT, qui est donc de manière importante avec en détail en TUT, mais que je vous présente rapidement ici.
C'est une autre application de l'effet acousto-optique pour le biomédical. Alors en fait, il s'agit de détecter des tumeurs ou des parties à l'intérieur d'un organe qui en fait ont euh, un contraste optique, mais pas de contraste acoustique. Donc vous savez que normalement avec une échographie, vous pouvez essayer de détecter des tumeurs, mais si il n'y a pas de l'impédance acoustique ne change pas, elles n'apparaîtront pas à l'échographe. Par contre, certaines tumeurs ont donc une absorption, par exemple optique, qui est très nette. Malheureusement, comme vous le savez, les tissus diffusent énormément euh, la lumière et ce qu'on appelle le libre parcours moyen de la lumière à l'intérieur d'un tissu est de quelques centaines enfin au mieux de quelques centaines de microns. Et donc, en fait, vous ne pourrez pas imager optiquement à l'échelle de quelques centimètres à l'intérieur d'un tissu. Donc, comment faire pour voir la présence d'un corps absorbant optiquement à l'intérieur de quelques centimètres de tissu? Eh bien, vous pouvez utiliser justement l'effet acousto-optique. Alors, vous rentrez une lumière ici qui est donc obtenue par un laser, et si vous regardez en transmission, donc les photons sont multidiffusés à l'intérieur de, de ce milieu et sortent ici en forme de speckle en sortie. Donc en fait, vous n'arrivez pas du tout à avoir une image nette, mais par contre, ce que vous savez, c'est que dans le speckle que vous voyez ici, donc si vous regardez l'intensité de ce speckle, une partie des photons de ce speckle sont passés par la zone ici, par cette zone-là. Donc, si vous vous envoyez maintenant avec à l'aide d'un transducteur ultrasonore, vous focalisez une onde acoustique à cet endroit, eh bien, les photons qui sont passés à cet endroit vont être modulés par l'onde acoustique. C'est-à-dire que vous allez voir une modulation ici à la fréquence acoustique de ce speckle. Et donc, si vous mesurez l'amplitude de cette modulation, vous avez finalement la proportion des photons qui sont passés par cette zone-là. Si maintenant vous scannez cette zone à l'aide du transducteur et que vous voyez que cette modulation baisse, ça veut dire que le nombre de photons qui sont passés par cette zone où il y a la focalisation du transducteur est moins importante. Ça veut dire que les photons qui passent dans cette zone ont été absorbés. Ça veut dire que vous passez dans une zone qui absorbe les photons. Et donc, par exemple, si vous avez une tumeur ou disons, une partie dans l'échantillon qui est absorbant à cet endroit-là, eh bien, vous pouvez voir cette absorption juste en mesurant le taux de modulation en sortie. Et donc, en scannant ensuite l'ensemble de l'échantillon, ben, vous pouvez décrire l'absorption, dans le volume, les endroits où il y a l'absorption optique. Voilà. Alors, ça, c'est la technique sans interférence, sans avoir juste par une observation. Maintenant, vous pouvez également avoir des techniques un peu plus évoluées et compliquées qui consistent à faire interférer le faisceau initial avec le faisceau qui ressort de l'autre côté, puisque vous savez que spectralement, le faisceau initial qui est piqué à un endroit donné va présenter des modulations de part et d'autre à la fréquence acoustique qui vont aussi peuvent être détectées de cette manière-là. Voilà, donc ça c'est une des applications pour regarder donc des systèmes, enfin la propriété d'absorption à l'intérieur de milieux très très diffusants, donc absorption optique et sans contraste acoustique. Donc ça c'est quelque chose que vous voyez en TUT cette semaine. Je vais vous parler maintenant
quelque chose d'un peu différent, c'est ce que l'on peut rencontrer comme détecteur de polarisation dans la nature. Alors en fait, évidemment, la nature a aussi utilisé de plusieurs manières le fait de pouvoir détecter la polarisation pour avoir un contraste supplémentaire sur ce qui est observé, ou comme on l'a vu déjà pour les abeilles ou pour la plupart des insectes, pour pouvoir se diriger. Donc je vous présente juste un autre cas qui a un œil assez formidable, qui est l'œil de la crevette mantis, qui permet qui a un système de détection de la polarisation. Alors vous voyez, en fait, c'est très important pour cette crevette, puisque vous voyez ici, si je fais une détection de polarisation, je vois très très bien sur le fond marin, en fait, alors soit des proies, soit des prédateurs, grâce à la polarisation. Alors, donc, cette crevette, en fait, a des yeux à facettes. Elle peut tourner donc l'œil dans les deux directions, évidemment, mais elle peut également tourner dans le sens de la rotation de l'œil pour justement pouvoir analyser euh, cette, euh, cette polarisation. Alors, si on regarde dans le détail, comment elle fait, donc c'est un œil à facettes, donc il y a ce qu'on appelle des homotidia qui sont chacun des cônes de détection. Donc ici, il y a une sorte de lentille qui permet à la lumière de rentrer finement dans le cône. Et ici, en fait, dans la partie allongée ici, il y a en fait plusieurs cellules de détection pour chacun des cônes. Et donc ces cellules de détection, il y en a 8 en fait, par exemple dans la partie centrale. Et vous voyez la structure de ces cellules. Donc vous voyez là ici les cellules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et alors 8 et une à l'entrée. Mais ces 7-là, vous voyez, elles ont une structure qui est complètement anisotrope. Et donc, suivant la polarisation de la lumière qui rentre, elles vont davantage exciter les cellules dans cette orientation ou dans cette orientation. Et donc, la crevette va pouvoir avoir un détecteur subtil et très précis de la polarisation. Et en plus, elle a des orientations qui sont différentes dans les différentes parties de l'œil, ce qui lui permet d'avoir vraiment une mesure vraiment précise de l'ensemble de la polarisation qui l'entoure. Alors juste pour finir sur les détecteurs, donc la nature a trouvé plein de manières différentes au cours de l'évolution pour mesurer, enfin d'abord pour détecter la lumière. Donc les yeux ont des structures complètement différentes et ont été trouvés de manière indépendante dans plusieurs organismes vivants, mais également donc la polarisation. Et donc je voulais vous finir par vous montrer que nous aussi on a un système de détection dans notre œil que vous connaissez pas, peut-être pas, vous n'avez jamais vu, qui est ce qu'on appelle le pain de Heidinger, qui produit, alors donc lorsque vous regardez une lumière polarisée et homogène, d'accord, où vous n'avez pas trop de perturbations dues à des variations de contraste ou de forme, donc ça veut dire si vous regardez un écran, typiquement un écran d'ordinateur sur un cristaux liquide, donc vous avez et vous mettez un fond blanc, ce que vous allez voir, c'est la chose suivante, à peu près avec 5 degrés d'ouverture. À l'endroit où vous regardez, vous voyez une structure qui est la structure suivante, c'est-à-dire une structure en trèfle, donc un peu jaunie d'un côté et un peu bleuie de l'autre côté. Et ça, c'est une structure qui est due à la biréfringence, et en fait au dichroïsme de vos cellules photosensibles, qui sont organisées au fond de l'œil de telle manière à ce que vous ayez ces structures qui apparaissent. Et donc cette structure, lorsque vous tournez légèrement la tête, vous la voyez apparaître et elle vous donne en fait une idée de la polarisation. Donc vous pouvez avoir la polarisation directement avec votre détecteur naturel de polarisation.
pour finir, je voulais vous montrer une application de la polarisation optique à la cryptographie. Donc, lorsqu'en mécanique quantique on parle de qubits, en fait, on parle de spin, enfin d'état à deux niveaux, de type spin électronique, mais également de spin de photons. Et donc, la polarisation représente un qubit. D'autre part, donc il y a cette propriété de la mécanique quantique qui apparaît pour les mesures en mécanique quantique, c'est que lorsque l'on fait une mesure, on projette l'état et donc on modifie de manière irrémédiable et non contrôlée en fait, d'une manière dont qu'on ne peut pas déterminer un état en le projetant sur la base qu'on a choisie. Et c'est le cas pour la polarisation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une polarisation à 45 degrés en entrée et que votre base, c'est les polarisations horizontales ou verticales, eh bien, lorsque vous allez, par exemple, avec un polariseur vertical, détecter un photon, vous ne saurez pas, alors vous êtes sûr que en sortie de votre polariseur, il a bien une polarisation verticale, donc vous avez effectivement modifié sa polarisation à 45 degrés vers une polarisation verticale, mais vous n'avez aucune trace de sa polarisation initiale, et vous avez perdu cette information lorsque vous avez effectué cette projection. Donc en fait, il n'est pas possible de déterminer complètement la polarisation d'un photon. On ne peut déterminer que ses projections dans une base que l'on a choisie. Alors ça veut dire que cette perturbation et cette projection avec un caractère irrémédiable et non connu est à la base d'un théorème de la mécanique quantique qu'on appelle l'impossibilité de clonage quantique. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas refabriquer un photon qui a la propriété du photon que vous aviez initialement, puisque vous avez projeté ce photon et une information partielle de sa polarisation initiale. Et donc ça, c'est à la base d'un protocole de cryptographie quantique très simple, qui a été donné par Bennett et Brassard en 84. On l'appelle donc BB84. Et c'est un protocole avec échange de clés. Donc vous savez que si jamais vous voulez de manière sûre échanger des informations, vous pouvez avoir le faire grâce à une clé qui est partagée uniquement par les deux personnes qui veulent communiquer. Donc généralement on les appelle Alice et Bob. Donc si vous avez une clé, enfin chacun possède cette clé et qu'elle n'est pas publique, à ce moment-là vous pouvez de manière sûre, c'est un théorème qui était montré par Shannon, vous pouvez de manière sûre communiquer des informations. Le seul problème étant que la quantité d'informations que vous pouvez communiquer de manière sûre est égale au nombre de bits qui sont dans la clé. Donc ça veut dire que si vous voulez échanger plus d'informations, il va falloir rééchanger des clés et être sûr que ces clés n'ont pas été lues par quelqu'un ou n'ont pas été interceptées par, évidemment, quelqu'un, par un espion qui va écouter sur la ligne. Alors, mais pour cela, justement, vous pouvez utiliser les propriétés d'impossibilité de clonage quantique pour vous assurer que personne n'a écouté sur la ligne. Alors, comment ça marche? C'est tout simple. Alice a une base de transmission, c'est-à-dire qu'elle va transmettre de manière aléatoire, suivant une base verticale, horizontale ou 45 degrés, moins 45 degrés. Donc ça veut dire qu'elle va envoyer des photons polarisés rectilignement, verticalement ou horizontalement, ou à 45 degrés ou moins 45 degrés. D'accord? Donc elle va choisir à chaque fois la base de manière aléatoire et émettre donc un photon qui est polarisé donc horizontalement ou verticalement ou à 45 degrés, moins 45 degrés. Donc par exemple, si on choisit que le bit émis est 0, ça va être bit horizontal pour cette base, et 1 pour
lorsqu'il est vertical. Et pour cette base-là, ça va être un bit à 45 degrés, et pour 0 et 1 pour moins 45 degrés. Et donc vous voyez qu'elle va choisir donc sa base et envoyer des photons avec une polarisation donnée. Donc l'état quantique, il est défini donc par la base et évidemment la valeur du bit qu'elle envoie. Bob, de l'autre côté, ne connaît absolument pas la base qu'a choisie Alice, et donc il choisit une base au hasard. Donc il va choisir, puisqu'il ne connaît pas, il va choisir une base donc verticale, horizontale, ou 45 degrés, moins 45 degrés. Et il va lire le photon, il va mesurer un bit. Donc à chaque fois, donc, va mesurer que le photon passe ou ne passe pas. Donc, alors vous voyez que quand il se trompe de base, eh bien effectivement le résultat n'est pas sûr. Il y a une chance sur deux pour que le photon passe quand il n'est pas dans la bonne base. Et donc il va faire une erreur potentiellement. Il va mesurer 1 alors que Alice a en fait envoyé un 0 sur l'autre base. Et donc à chaque fois qu'il se trompe de base, eh ben, il y a une chance non nulle que il fasse il y a une chance sur deux d'ailleurs qu'il fasse une erreur. Donc il fait cette mesure et ensuite donc Bob et Alice donc ont échangé leurs clés de cette manière-là. Donc cette clé, c'est cette suite de chiffres. Et ensuite, Alice, donc sur le canal public, va simplement dire à Bob ce qu'elle a pris comme base. Donc elle va lui dire en fait que le premier photon, elle l'a envoyé avec la base verticale horizontale, le deuxième avec la base 45 degrés, etc. Et donc Bob va pouvoir comparer en fait ce qu'il a mesuré à ce qu'a envoyé Alice. Et quand ils ont la même base, eh bien alors il est sûr normalement, si personne n'a écouté ou personne n'a modifié le signal, de trouver le même bit, la valeur du bit qu'a émis Alice. Si quelqu'un a écouté sur la ligne à ce moment-là, eh bien, comme il ne connaissait pas non plus la base qu'a utilisée Alice, il a dû choisir une base, il a dû faire une projection, il a dû faire une erreur à une chance sur deux, et renvoyer, pour faire croire que personne n'avait intercepté ce photon, a dû renvoyer à Bob un photon qui est sur une base qui, a priori, n'est pas la bonne base. Et donc là, on voit que quand Alice et Bob vont comparer leurs valeurs lorsqu'ils avaient la même base, s'il y a des erreurs dans les lectures des bits qui se sont transmis, ça veut dire que effectivement, il y avait bien quelqu'un sur la ligne qui a projeté ces photons et les a renvoyés de manière un petit peu aléatoire, ne pouvant en fait avoir cette information de manière sûre. Et donc, ils vont voir qu'il y a un espion, et donc vont annuler leur transmission. Et donc ça, la base, vous voyez, de cette transmission sécurisée, c'est vraiment le théorème de base de la mécanique quantique de clonage, et donc qui est impossible a priori à contourner, si ce n'est de remettre en cause les fondements de la mécanique quantique. Alors, le système de communication entre Bob et Alice, dans ce qu'on vient de voir, on peut imaginer tout à fait un système assez simple. Donc, vous voyez, elle possède une diode lumineuse qui va émettre des photons. Elle a un collimateur pour les envoyer, ou une fibre optique qui va les envoyer vers Bob. Elle utilise un polariseur en entrée, et évidemment, ce qu'elle veut faire, c'est d'une part, c'est pouvoir faire en fait 4 photons avec 4 polarisations différentes, qui correspondent au choix de base et au choix de valeur des bits. Pour cela, elle peut simplement utiliser ce qu'on a vu juste avant, des cellules Pockels, qui peuvent aller à des fréquences du gigahertz, et donc envoyer des débits très importants dans le canal de transmission. Et Bob derrière, lui, va utiliser ces cellules Pockels pour faire sa base de détection et détecter les bits 0 ou 1 dans ces détecteurs. Voilà, donc je vous laisse imaginer quelles configurations sont possibles pour les cellules Pockels
afin de générer ces photons et de la même manière pour Bob de les lire. C'est un exercice intéressant et vous allez voir que c'est, d'après le cours qu'on vient de voir, assez simple de générer ce type de photons et de détecter, de faire une détection sur une base donc verticale, horizontale ou 45-45.